ce qui nous est arrivé, ce qui nous a manqué et ce que nous retrouvons. C'est ce que nous allons explorer à travers les différents livres présentés dans cette chronique. Pour commencer, Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie de Yannick Roudot aux éditions de la Mer Salée. Ce livre suit en fil rouge une citation de Carl Gustav Jung. Les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, expérimenter de nouveaux chemins de vie, expérimenter de nouvelles orientations. C'est ce fil rouge que va suivre Yannick Roudot tout au long de son livre pour nous parler de ce qui nous est arrivé. Cet improbable qui a surgi mais qui n'était pas impensable, car une crise majeure, bouleversante, était déjà attendue de bien des citoyens, de bien des intellectuels, de tous ceux qui portent leur regard sur le monde. Allait-elle prendre la forme d'un mouvement social, d'une révolte de la jeunesse, d'un krach boursier, d'un cyclone gigantesque qui allait ravager jusqu'aux régions les plus tempérées? Ce fut donc la maladie. Pour Yannick Roudot, cette maladie est aussi l'occasion de réfléchir à ce qui nous est arrivé et peut-être de choisir ces nouveaux chemins, ces nouvelles expériences de vie dont nous parle Jung. Tournant le dos à la résignation, au cynisme, il nous enjoint à traverser la peur et regarder d'un peu plus près ces futurs qui s'offrent à nous et que, pris dans le rythme effréné d'une utilisation de la nature, nous n'avions pas su regarder, nous n'avions pas su considérer. Donc oui, un autre futur devient possible. À nous de savoir nous en saisir, à nous de savoir, pour reprendre encore les mots de Jung, explorer ces nouveaux chemins de vie qui s'offrent désormais à nous. Ce qui nous a manqué, ce sont aussi les musées, les expositions. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont eu la chance d'aller voir l'exposition que le Château des Ducs de Bretagne a consacrée à l'innovation de la Maison Lû. Il en reste ce très beau livre, signé Olivier Fruneau-Maigret, qui n'est pas à proprement parler un catalogue d'expositions, mais qui nous emmène dans l'innovation suivant cette Maison Lû. L'innovation, on va la suivre tout au long de cette histoire, depuis l'arrivée de Romain Lefebvre et de sa femme Isabelle Utile à Nantes. Ils arrivent de la Meuse, ils sont venus chercher et s'installer dans une région où les matières premières seraient facilement accessibles. Le beurre, la farine, les œufs, le miel de Bretagne et aussi ce sucre qui vient de la Réunion et qui fait de Nantes l'entrepôt sucrier de l'Europe. C'est donc une grande saga qui va se déployer avec une inventivité folle concernant les différents biscuits qui vont être proposés. Lû, c'est aussi une entreprise qui a saisi très vite, sous l'impulsion de Louis, l'un de ses dirigeants, l'importance de la communication, de la charte graphique. C'est une entreprise qui sait notamment s'entourer d'artistes. Comme s'il fallait, avant de dévorer les biscuits, dévorer les boîtes des yeux. Ces artistes, ce sont le peintre Alphonse Mucha, qui va donner une identité forte à la maison, grâce à ses décors art nouveau, ses courbes, ses sensualités, ses motifs végétaux. C'est aussi Martial Simas qui va s'emparer des deux lettres, L, U, pour en faire ce Lû si reconnaissable, si facile à prononcer, si facile à mémoriser. Et c'est aussi Luigi Loire, un peintre d'origine italienne, qui va représenter les usines de la Maison Lû sur les boîtes et leur donner à elle aussi une renommée internationale. Tout cet héritage visuel, graphique, typographique est à retrouver dans ce magnifique ouvrage, L'Avant-Garde Lû, signé d'Olivier Fruneau-Maigret, paru aux éditions des Presses universitaires de Rennes et des éditions du Château des Ducs de Bretagne. Elles aussi, elles nous ont manqué. Les fameuses salles obscures. Et parmi elles, peut-être une en particulier, le 14A. Le 14A qui a fêté l'année dernière ses 100 ans. C'est son histoire que nous allons découvrir à travers ce livre, La folle histoire du 14A, 100 ans de cinéma à Nantes. Une folle histoire donc, qui commence avec Salomon, ce forain venu de Tunisie, de Béja, et qui, à l'occasion des fêtes foraines d'été et d'hiver, comprend très vite l'intérêt et la force du cinéma. C'est lui qui va s'en emparer et qui va essayer d'installer un cinéma fixe à Nantes. Ce que va réussir Marcel Hetzberg. Marcel qui, lui, à son tour, va transmettre ce 14A à Gabrielle, une femme d'envergure, qui va se lancer
avec beaucoup d'audace, dans la construction d'un 14A encore plus beau, en le rénovant, en lui donnant une envergure et un confort exceptionnel jusqu'à présent, des fauteuils d'orchestre extrêmement confortables, un bar qui fait accourir toute la ville. Après le décès de Gabriel Nouaille, c'est à Jean-Serge Pinault, puis à Philippe Hervouet, de prendre les rênes du 14A. Tous deux vont l'installer dans une nouvelle ère, avec l'arrivée pour le premier de cinéastes tels que Jacques Demy, Agnès Varda, Jean-Luc Godard. Toute cette histoire, depuis les premières baraques foraines jusqu'au cinéma multisalle que nous connaissons aujourd'hui, est à retrouver dans ce livre. La folle histoire du 14A, 100 ans de cinéma à Nantes, de Caroline Grimaud, Marc Maezen et Stéphane Pajot, paru aux éditions nantaises d'Orbestier. En ces beaux jours qui arrivent, c'est aussi le plaisir de voyager. Et ce que nous proposent Paul et Arthur David, c'est de voyager à vélo. Voyager à vélo, c'est peut-être ce qui est intéressant après la période que nous venons de vivre. Retrouver le plaisir simple d'un voyage peut-être plus éthique, plus simple, plus autonome. Un livre paru aux éditions des Artisans Voyageurs, certes en 2019, mais toujours d'actualité. Voyager à vélo, c'est peut-être plus qu'un guide, une philosophie de vie. Alors oui, pour les néophytes, ou pour ceux qui veulent aller très loin, c'est un guide. Savoir comment s'équiper, quel vélo choisir, avec un cadre en acier ou en aluminium. Tout cela compose presque un inventaire à la Prévert, mais qui vous emmèneront loin et surtout en toute autonomie. C'est aussi un ouvrage qui s'interroge sur le voyage tel qu'il peut être conçu lorsque l'on voyage à vélo, lorsque l'on est plus proche de ceux que l'on va rencontrer, lorsque l'on peut devenir soi-même un objet de curiosité lorsque l'on s'éloigne de contrées plus connues. Car il s'agit aussi de savoir ce que l'on recherche et ce que l'on va rencontrer lorsque l'on voyage à vélo. On va rencontrer l'autre, peut-être plus facilement que lorsque l'on se déplace rapidement en voiture ou en avion. Arriver à un rythme beaucoup plus tranquille, peut-être apprendre la frugalité. Et des traversées, elles peuvent être longues ou beaucoup plus modestes, à côté de chez soi, le long de la Loire ou le long des routes européennes du cyclisme. Sachant que les deux auteurs eux-mêmes, en 30 ans de vélo, de voyage à vélo, sont allés jusque en Australie. Donc, guide, ouvrage philosophique, à vous de choisir. Retrouvez en tout cas ce Voyager à vélo aux éditions des Artisans Voyageurs, une maison d'édition du Maine-et-Loire. Suivons donc Anne-Sylvie Malbranc à travers ses Rituels du monde dans cet ouvrage paru aux éditions Des Paysages. Anne-Sylvie Malbranc est une jeune anthropologue qui a été consultante pour cette série Rituels du monde diffusée sur Arte. Ce qu'elle nous livre ici, ce sont les coulisses de ces tournages. Alors bien sûr, on retrouve des scènes qui ont été marquantes dans cette série. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on danse sur le feu. On apprivoise les serpents. Pour dire que l'on affronte la mort, ce sont aussi ces sauts au-dessus des dos des vaches que les jeunes garçons doivent effectuer en Éthiopie pour marquer leur entrée dans la vie adulte. Alors bien sûr, il y a toutes ces scènes dans ce livre, mais il y a aussi les doutes d'une jeune femme, d'une jeune anthropologue passionnée qui s'interroge sur son rôle, sur ce que sa présence provoque à travers ces rituels. Faut-il intervenir lorsque la violence entre en action ? Faut-il payer pour assister à des rituels ? Faut-il favoriser une certaine vision du tourisme, peut-être un peu voyeuse ? Toutes ces questions sont abordées dans ce livre et peut-être renouvellent le regard sur le voyage avec, en fil conducteur, cette idée qui court parmi les anthropologues que le voyage est avant tout le plus long chemin entre l'autre et soi-même. Un très beau chemin que je vous invite à parcourir avec pour camarade de voyage Anne-Sylvie Malbranc, à travers donc ces Rituels du monde, parus aux éditions Des Paysages, une jeune maison d'édition vendéenne.